Ma fille a dit à la directrice de la maison de retraite que j'avais la démence et ne pouvais plus gérer mes propres finances. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'enregistrais chaque mot grâce au téléphone qu'elle pensait avoir oublié par accident. La trahison a commencé un mardi matin, quand ma fille Kathleen est entrée dans ma cuisine avec des papiers qui allaient voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Elle avait ce faux sourire que j'avais appris à reconnaître. « Papa, nous devons parler de ton avenir », dit-elle en étalant des documents sur ma table. Formulaire de maison de retraite, procuration. Mon nom était déjà tapé. « Mon avenir ?» demandai-je, « ou ton héritage ?» Son masque glissa. « Papa, tu as 72 ans, vivre seul n'est plus sûr, et si tu tombais ?» « Je me débrouille très bien, » dis-je en repoussant les papiers. « Je le fais depuis 2 ans, depuis la mort de maman. »« Mais la maison est trop de travail. Les jardins du soleil sont magnifiques. Tu aurais des amis, des activités, des soins médicaux. » Les jardins du soleil, un entrepôt où les familles abandonnent leurs personnes âgées. « Et ma maison ? » Nous devrions la vendre pour payer tes soins. Ses yeux s'illuminèrent. Nous pourrions obtenir 800 000 €, peut-être plus. Nous, comme si c'était notre décision commune. La maison reste, et moi aussi. Son sourire se fissura. « Papa, sois raisonnable. Jérémie et moi ont des difficultés. Sa firme l'a licencié et mon salaire couvre à peine notre hypothèque et l'école privée d'Emma. » Enfin la vérité. Ma petite fille, Emma, 8 ans. Ils utilisaient cela comme levier. « Donc ce n'est pas pour ma sécurité, c'est pour votre hypothèque. C'est pour la famille, s'emporta-t-elle. Tu m'as appris que la famille passe avant tout. Eh bien, ta famille a besoin d'aide. Et aider la famille signifie vendre ma maison et aller en maison de retraite? Cela signifie être pratique. » Elle rassemblait les papiers. « J'ai programmé une visite pour jeudi. Une fois que tu verras comme les jardins du soleil sont beaux, tu comprendras. » Elle partit et je restai seul, fixant l'endroit où avaient été ses papiers. Jeudi matin, je mis mon costume bleu marine. Si je devais visiter la prison choisie par ma fille, je le ferais avec dignité. Kathleen arriva dans sa BMW, habillée pour le succès. « Tu es beau, papa. »« Merci. Je veux faire bonne impression sur mes potentiels joailliers. » Les jardins du soleil étaient de la brique beige, entourés d'aménagements paysagers d'entreprise. Madame Dubois, la directrice d'admission, nous accueillit avec une compassion professionnelle. « Monsieur Carr, quel plaisir. Votre fille m'a tant parlé de vous. » Je me demandais ce que Kathleen avait dit exactement. La visite montra des salles à manger avec des tables institutionnelles, des salles de loisirs où les résidents fixaient des télévisions brillantes, des bibliothèques avec des romans donnés. « Nous avons des activités chaque jour, » dit-elle avec entrain. « Loto, artisanat, soirée cinéma, toujours quelque chose pour occuper les résidents. » J'observais un homme âgé qui bavait devant la roue de la fortune. C'était cela, l'occupation. « Et les chambres ?» demanda Kathleen avec empressement. Nous vîmes un petit appartement. Espace de vie, kitchenette, salle de bain avec barre d'appui. Tout pour survivre, rien pour vivre. Le loyer inclut les charges, les repas, le ménage, la surveillance médicale. Très complet. Combien ? Pour les unités premium, 4 800 € par mois. Très raisonnable, dit Kathleen rapidement. Il y a des coûts supplémentaires, soins personnels, repas premium, fournitures médicales. La plupart des résidents dépensent entre 6 000 et 7 000 € par mois. 7 000 € par mois, mes économies seraient épuisées en 8 ans. Je dois aller aux toilettes. Mais je n'allais pas aux toilettes. Je sortis mon téléphone et commençai à enregistrer. Puis je me dirigeai vers le hall, assez près pour entendre ce que je savais qui allait se passer. « Il semble résistant », disait Madame Dubois. « C'est courant chez les patients âgés. »« Il a toujours été têtu », répondit Kathleen. « Mais honnêtement, je m'inquiète pour son état mental. Parfois, il devient confus, oublie les conversations, égare des documents. » Ma tension artérielle entra en flash. Confus, ma mémoire était acérée. A-t-il été diagnostiqué avec des problèmes cognitifs? Pas officiellement, mais son médecin a suggéré que nous surveillons les signes. Vivant seul, nous ne pouvons pas monitorer son état. Kathleen posait les bases pour me faire déclarer inapte. Nous voyons cela souvent. Les enfants adultes savent quand leurs parents ont besoin d'aide. Avez-vous considéré la tutelle? Tutelle. Retirer à un adulte ses droits. Nous explorons les options, mais nous préférerions que papa arrive à cette décision lui-même, moins traumatisant. Moins cher que les procédures judiciaires. Nous acceptons les placements ordonnés par le tribunal si les situations familiales deviennent intenables. J'en avais assez entendu. Je revins les trouver en train de discuter des horaires de visite. « Tout fini, papa »
demanda Kathleen avec douceur. Oui, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Le trajet de retour était tendu. Finalement, Kathleen ne put se contenir. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est un endroit où les familles abandonnent des parents âgés dont elles ne veulent plus s'occuper. C'est un établissement de soins. C'est un entrepôt où les gens meurent pendant que leurs enfants dépensent leur héritage. Ces jointures blanchirent. Tu penses vraiment que c'est pour l'argent ? N'est-ce pas le cas ? C'est pour ta sécurité. Jérémy et moi sommes inquiets. Où est Jérémy ? Ne devrait-il pas faire partie de cette décision familiale ? Il fait du conseil maintenant, travail indépendant, ce que les conseillers financiers au chômage appelaient quand ils ne trouvaient pas de vrais emplois. Je ne vais pas au Jardin du Soleil, je ne vends pas ma maison et je ne signe pas de papier qui donne le contrôle de ma vie. Tu es déraisonnable. Je suis libre. Je fermai la porte derrière moi. Par la fenêtre, je la vis téléphoner, probablement à Jérémy, pour planifier leur prochaine manœuvre. Ce soir-là, je rejouais l'enregistrement. Entendre Kathleen me décrire comme confus envoya de la glace dans mes veines. Elle construisait un dossier contre ma capacité mentale. Mais elle m'avait sous-estimé. Je téléphonai à Marguerite Thompson, l'avocate spécialisée en succession qui avait géré le testament d'Hélène. Le lendemain matin, j'avais 3 rendez-vous. Marguerite pour la protection légale, Dr Martin pour l'évaluation cognitive, inspecteur Moreau pour des conseils sur la maltraitance des personnes âgées. Le bureau de Marguerite était rempli de volumes juridiques. J'expliquais tout. La visite de la maison de retraite, les mensonges de Kathleen, son désespoir financier. William, ceci va au-delà du conflit familial. Vous décrivez du harcèlement et de l'intimidation. Nous passâmes 2 heures à restructurer toute ma succession. Chaque compte, chaque actif obtint une protection blindée qui empêcherait Kathleen d'accéder à ma richesse même si elle me faisait déclarer inapte. La fiducie irrévocable était élégante. Elle plaçait des actifs majeurs sous contrôle de fiduciaires indépendants, les rendant immunisés contre les ordonnances de tutelle. Dr Martin fut perplexe quand je demandai une évaluation cognitive. Votre esprit est plus vif que celui de la plupart des gens moitié âgés. J'expliquai les affirmations de Kathleen. Son ton passa à la colère. Cette maltraitance financière des personnes âgées me met en rage. Comment puis-je vous aider à la combattre ? Nous programmâmes une évaluation complète. Les résultats deviendraient des preuves légales de ma compétence. L'inspecteur Moreau expliqua les signes de maltraitance financière des personnes âgées et les protections nécessaires pour les affaires criminelles. La chose la plus importante est la documentation. Enregistrez tout. S'ils prévoient de vous frauder, ils révéleront leurs intentions dans leurs propres mots. 3 jours plus tard, Kathleen appela pour demander si elle pouvait amener Emma en visite. « Bien sûr, dis-je, bien que je soupçonnais que ce ne serait pas normal. » Elles arrivèrent samedi. Emma bondit avec l'énergie de ses 8 ans, m'abraçant avec une affection sans complication. « Grand-papa, on peut faire des biscuits ?»« Bien sûr, chérie. Quel genre ?»« Aux pépites de chocolat. Les préférés de papa. » Pendant que Emma et moi mélangions la pâte, Kathleen se promenait dans la maison avec un regard calculateur, examinant les meubles, ouvrant les tiroirs. La maison est vraiment trop grande pour une personne. Toutes ces pièces qui restent vides. Elles sont pleines de souvenirs. Les souvenirs ne payent pas d'impôts forestiers. Grand-papa, pourquoi maman veut que tu déménages ? Je pense que grand-papa serait plus heureux quelque part, avec des amis à qui parler. Mais il a des amis ici. Madame Rousseau fait toujours signe. Le postier connaît son nom. Ma petite fille comprenait ce que sa mère choisissait d'ignorer. Cette maison était un foyer. Je pense que grand-papa est assez intelligent pour décider ce qui est le mieux pour lui, répondit Emma. Même sa propre fille sapait l'argument d'incompétence de Kathleen. Pendant que les biscuits cuisaient, Emma explora avec émerveillement, posant des questions sur les photos de famille, voulant des histoires sur quand sa mère était petite. Mais
Grand-papa peut s'occuper de lui-même, dit Emma quand Kathleen suggéra que j'avais besoin d'aide. Il a fait des biscuits et m'a aidé, et s'est souvenu de tout. L'honnêteté brutale de l'enfance. Emma ne voyait aucune preuve de l'incompétence que sa mère prétendait. Quand elles partirent, Emma m'embrassa avec des mains collantes. L'adieu de Kathleen était tendu. « Réfléchis à ce dont nous avons parlé, papa. » J'y pense chaque jour, et chaque jour, je deviens plus certain de mes décisions. Après leur départ, je restais assis à manger des biscuits et à penser aux questions d'Emma. Parfois, les situations complexes peuvent être réduites à des vérités simples que les enfants comprennent mieux que les adultes. Maman voulait que je déménage parce que maman avait besoin d'argent. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Monsieur Carr, Madame Dubois des Jardins du Soleil, je voulais faire un suivi de votre visite. » « C'est gentil. » Parfois, les membres de la famille trouvent utile de parler avec quelqu'un de neutre sur les transitions vers la vie assistée. Nous avons une assistante sociale spécialisée dans ces conversations. Une assistante sociale spécialisée dans la persuasion des personnes âgées réticentes d'abandonner leur indépendance. Je suis à l'aise avec ma situation actuelle. Votre fille est très préoccupée par votre bien-être. Elle a mentionné des épisodes de confusion, des difficultés à gérer les affaires quotidiennes. Les mensonges de Kathleen se répandaient, créant un dossier officiel de mon incompétence supposée. Madame Dubois, je suis parfaitement capable. Je viens de terminer la mise à jour de ma planification successorale avec mon avocat hier. Une pause. Parfois, les personnes âgées peuvent être influencées par des parties extérieures quand elles prennent d'importantes décisions financières. Elle suggérait que mon avocat m'avait manipulé. Toutes mes décisions sont les miennes. Si vous vous sentez jamais dépassé par les responsabilités de la vie indépendante, n'hésitez pas à appeler. Le message était clair, les Jardins du Soleil faisaient maintenant partie de la campagne de Kathleen. Le lendemain matin, apporta un visiteur inattendu. Une femme en blazer professionnel avec un bloc-notes. « Monsieur Carr, Sandra Leblanc des services sociaux. J'ai reçu un rapport concernant votre bien-être et je suis ici pour un contrôle de bien-être. » Services sociaux. Kathleen avait fait monter la pression. « Un rapport de qui ? » L'appelant a exprimé des préoccupations que vous pourriez vivre dans des conditions dangereuses ou avoir des difficultés à prendre soin de vous. Je l'invitai à entrer, confiant dans ce qu'elle trouverait. Ma maison était impeccable, mon apparence soignée, mon état mental vif. Madame Leblanc passa 1 heure à visiter ma maison, posant des questions sur ma routine, mes soins médicaux, ma gestion financière. Elle examina tout. « Monsieur Carr, votre maison est l'une des plus clantes que j'ai vues en années. Vos dossiers financiers sont méticuleux, votre santé paraît excellente et vous n'avez clairement pas de difficulté à gérer les affaires quotidiennes. Alors, pourquoi ce rapport a-t-il été fait ? Parfois, les membres de la famille deviennent surprotecteurs, surtout quand ils inquiètent des questions d'héritage. Tout le monde qui appelle notre ligne d'urgence n'a pas de véritable préoccupation sur le bien-être de personnes âgées. Même l'assistante sociale reconnaissait cela pour ce que c'était. Après son départ, j'appelai Marguerite pour rapporter l'incident. « C'est du harcèlement. Votre fille utilise les agences gouvernementales pour vous faire pression. Mais c'est retourné contre elle. Vous avez maintenant une documentation officielle que vous vivez indépendamment et gérez vos affaires de manière compétente. » L'après-midi, Jérémie appela. « William, nous devons parler. Cette situation devient incontrôlable. » « Quelle situation ? » Kathleen est bouleversée d'inquiétude. Et au lieu d'être reconnaissant, tu rends tout plus difficile. Difficile pour qui ? Pour tout le monde. Emma demande sans cesse pourquoi grand-papa n'écoute pas maman. Kathleen n'a dormi depuis semaines. La stratégie de Jérémie était prévisible. Me faire sentir culpable de me défendre. Peut-être que Kathleen dormirait mieux si elle arrêtait d'essayer de contrôler ma vie. Contrôler ta vie ? Elle essaie de la sauver. Tu as 72 ans. Tu vis seul. Que se passe-t-il si tu tombes ? Que se passe-t-il en cas d'émergence médicale ? Que se passe-t-il quand je vis ma vie selon mes propres choix au lieu de vos besoins financiers ? Ce n'est pas pour l'argent, William. Tout chez toi concerne l'argent, Jérémie. Nous sommes inquiets pour ton bien-être.
Vous êtes inquiet pour vos paiements d'hypothèque. Quand nous raccrochâmes, Jérémie avait fait des menaces sur prendre des mesures si je continuais à être déraisonnable. Je ne le demandais pas longtemps ce que cela signifiait. Le lendemain matin, Kathleen arriva avec Emma et une valise. « Papa, nous devons rester ici quelques jours. Notre maison est fumigée pour les termites. » Excuse pratique pour emménager dans ma maison avec ma petite fille, créant une situation où refuser leur présence me ferait paraître cruel. Pendant 3 jours, Kathleen mena une guerre psychologique systématique. Elle critiqua tout de ma routine, réorganisa utilement ma cuisine, déplaça mes médicaments, fit constamment du théâtre autour de mes activités comme si j'étais invalide. « Papa, tu ne devrais pas utiliser cette échelle. Et si tu tombais ? Papa, peut-être devrais-je m'occuper de payer ces factures. Certaines semblent compliquées. » Chaque suggestion délivrée avec inquiétude, conçue pour me faire douter de ma propre compétence. Devant Emma, je devais rester calme. Mais la partie la plus insidieuse était comment Kathleen utilisait Emma comme une arme. Elle encourageait ma petite fille à commenter comme la maison semblait grande et vide, comme grand-papa devait être seul. « Grand-papa, pourquoi ne viens-tu pas vivre avec nous? Alors maman ne s'inquiéterait pas. » La question me brisa le cœur, parce que Emma voulait vraiment aider. Parce que grand-papa aime vivre dans sa propre maison. Parfois, les adultes ont besoin de leur propre espace. Mais papa dit que si tu venais vivre avec nous, nous pourrions tous être heureux ensemble. Jérémie entraînait sa fille de 8 ans à recruter son grand-père. Mercredi soir, Kathleen laissa finalement tomber son masque. Emma dormait et nous faisions semblant de regarder la télévision. « Papa, ça a assez duré. Tu es têtu et égoïste. Je suis indépendant. Tu as 72 ans. L'indépendance est un luxe que tu ne peux plus te permettre. » Selon qui? Selon la réalité. Tu pourrais tomber, avoir un accident vasculaire cérébral, développer une démence. Alors, je traiterai ces problèmes quand ils surviendront. Sa voix monta. Et qu'en est-il d'Emma? Qu'en est-il de son avenir, son éducation? Voilà, la vraie motivation. Qu'en est-il de l'éducation d'Emma? L'école privée coûte 30 000 € par an. Nous ne pouvons pas nous le permettre avec Jérémie au chômage. Alors peut-être qu'Emma devrait aller à l'école publique. École publique? Dans ce district? Absolument pas. Je suis allé à l'école publique. Tu es allé à l'école publique. C'était différent. Non. Les attentes de Kathleen étaient différentes. Elle voulait qu'Emma ait tous les avantages que l'argent pouvait acheter, et elle s'attendait à ce que je paye en sacrifiant mon indépendance. Papa, je vais être franche. Jérémie et moi sommes dans de sérieux problèmes financiers. Son entreprise a échoué, nous sommes en retard sur l'hypothèque et l'école d'Emma a menacé de l'exclure. Enfin la vérité. C'était à propos de leur crise financière et de mon compte bancaire. Vos problèmes financiers ne sont pas ma responsabilité. Ta famille est ta responsabilité. Tu es un adulte qui a fait ses propres choix, des choix qui ont mené à cette crise. Alors, tu vas juste laisser ta petite fille souffrir parce que tu es trop égoïste pour aider? Je vais laisser vous résoudre vos propres problèmes comme tous les autres adultes. Bien. Mais ne compte pas que ça s'arrête là. Si tu n'aideras pas la famille volontairement, peut-être as-tu besoin de quelqu'un pour prendre ces décisions à ta place. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être n'es-tu plus compétent pour gérer tes propres affaires. La menace était maintenant ouverte. Procédure de tutelle, audience de compétence, institutionnalisation forcée. Kathleen, si tu poursuis cette voie, tu perdras tout. Pas seulement mon argent, mais mon respect, mon amour et toute relation que nous aurions pu avoir à l'avenir. Si je ne la poursuis pas, je perdrai tout de toute façon. Elle monta à l'étage pour faire ses bagages. Jeudi matin, elles étaient parties sans dire au revoir. Emma agita de la fenêtre de la voiture, confuse par le départ soudain, mais faisant confiance aux adultes pour tout arranger. Je restais dans mon allée à les regarder partir, sachant que la prochaine phase serait beaucoup plus vicieuse que tout ce qui avait précédé. Kathleen avait abandonné toute prétention de préoccupation familiale. Maintenant, c'était le pur désespoir financier qui motivait ses actions.
mais je n'étais plus le même homme qu'elle avait d'abord approché avec les papiers de maison de retraite. J'étais maintenant préparé, légalement protégé, pleinement conscient de ce pourquoi je me battais. Qu'elle vienne. J'avais passé 50 ans à apprendre comment gagner des batailles contre des gens qui me sous-estimaient. Ce serait la victoire la plus importante de ma vie. 2 semaines après que Caitlin eut menacé de me faire déclarer inapte, elle eut le choc de sa vie quand l'huissier lui remit les papiers. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais eu 3 longueurs d'avance tout le temps. Le premier coup de ma contre-offensive arriva exactement 14 jours après l'ultimatum de Caitlin. J'avais passé ces semaines à rassembler des preuves, construisant un dossier blindé qui détruirait sa crédibilité pour toujours. Marguerite Thompson s'était surpassée. L'ordonnance de protection était complète et dévastatrice. Elle interdisait à Caitlin et Jérémy de me contacter, de visiter ma propriété ou de faire des déclarations sur ma capacité mentale. Mais le vrai chef-d'œuvre était la plainte civile pour tentative de maltraitance de personnes âgées, fraude et conspiration de vol. Marguerite avait pris tous mes enregistrements et créé une arme légale qui non seulement me protégerait, mais ruinerait financièrement quiconque essaierait de m'exploiter. J'étais sur ma véranda avec mon café du matin, quand l'huissier trouva Caitlin chez elle. J'avais arrangé pour que les papiers soient remis à exactement 8h30 quand elle préparait Emma pour l'école. Impact maximum. Mon téléphone sonna 5 minutes plus tard. « Espèce de salaud, comment oses-tu me faire signifier une ordonnance de protection devant ma fille ? Comment oses-tu essayer de faire déclarer ton père inapte pour un gain financier ?» répondis-je calmement. « C'est insensé. J'essaie de t'aider. Tu es une criminelle, Caitlin. La maltraitance des personnes âgées est un crime. La conspiration de fraude est un crime. Je n'ai jamais fait de fausses déclarations. J'ai des enregistrements qui prouvent le contraire. » Une longue pause. Des enregistrements ? Chaque conversation, chaque mensonge, chaque menace, y compris ta discussion avec Madame Dubois sur mon incompétence mentale supposée. Tu ne peux pas enregistrer les gens sans permission. La France a des lois sur le consentement. Je peux enregistrer toute conversation dont je fais partie. Une autre pause. Je pouvais presque entendre son esprit calculer les implications. « Papa, s'il te plaît, parlons de ceci raisonnablement. Nous pouvons arranger quelque chose. Le temps des discussions raisonnables s'est terminé quand tu as menacé de me faire déclarer inapte. Maintenant, nous communiquons par avocat. Tu détruis notre famille. Pour de l'argent ? Tu as détruit notre famille quand tu as décidé que je valais plus pour toi dans une maison de retraite que dans ma propre maison. » Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Désormais, toute communication passerait par le bureau de Marguerite. Cet après-midi, Marguerite appela avec un avertissement. « Votre fille a engagé Robert Noir du cabinet Dubois et Associés. Il a déposé une requête pour annuler l'ordonnance de protection et une contre-pétition pour tutelle d'urgence. » Sur quelle base ? Il prétend que vous souffrez de délire paranoïaque. Il dit que les enregistrements prouvent que vous êtes mentalement instable, pas que votre fille complotait contre vous. L'audace était stupéfiante. Caitlin essayait d'utiliser mes preuves de ces crimes comme preuve de ma maladie mentale. Quelle est la force de leur dossier ? Inexistante. Noir travaille avec des preuves fabriquées et une cliente qui a déjà commis du parjure devant plusieurs agences. Quand est l'audience ? Vendredi prochain. Le juge Martinez préside et il a une tolérance zéro pour les cas de maltraitance des personnes âgées. Ce soir-là, l'inspecteur Sarah Moreau frappa à n'importe. « Monsieur Carr, je voulais vous informer sur l'enquête que vous aviez demandée. Qu'avez-vous trouvé ?» Elle ouvrit un dossier épais. « Votre beau-fils, Jérémy Walsh, a un passé très intéressant. Il n'a pas simplement été licencié de sa firme d'investissement. Il a été renvoyé pour détournement de fonds clients. » Mon estomac chuta. « Combien ? » 400 000 €. La firme a choisi de ne pas poursuivre en échange de sa démission et du remboursement complet. Mais il est essentiellement inemployable dans le secteur financier maintenant. Et le remboursement ? Les paiements ont cessé il y a 6 mois. La firme menace de porter des charges criminelles s'il ne reprend pas les paiements immédiatement. L'ampleur complète de leur désespoir devenait la claire. Jérémy n'était pas seulement au chômage, il risquait la prison. Mon argent n'était pas seulement désiré, il était désespérément nécessaire pour le garder hors de prison. Il y a plus. Votre fille a pris une deuxième hypothèque il y a 3 mois. Ils ont actuellement 60 000 € de retard sur les paiements et la banque a initié des procédures de saisie. Saisie. Ils allaient perdre leur maison.
Emma serait sans abri à moins qu'il ne trouve massivement d'argent immédiatement. Cela établit un motif pour le cas de maltraitance des personnes âgées. Quand les gens sont assez désespérés pour perdre leur maison et faire face à des poursuites criminelles, ils font des choses désespérées. Témoignerez-vous à l'audience ? Déjà programmé. Votre avocat a d'assigner tout notre dossier. Marguerite avait été busée. Le temps que nous entrions dans cette salle d'audience, la crédibilité de Caitlin serait en ruine. Vendredi matin apporta une surprise malvenue. Alors que je m'habillais pour l'audience, ma sonnette du racon pontant. Emma se tenait sur ma porte-vanda avec des larmes coulant sur son visage. « Grand-papa, maman et papa se disputent, et maman pleure, et personne ne veut me dire ce qui se passe », sanglota-t-elle en se jetant dans mes bras. Derrière elle était la voiture de Jérémy. Il sortit lentement, son visage sombre. « Je sais que l'ordonnance de protection, mais Emma insistait à te voir avant tout ce qui se passe aujourd'hui. » C'était de la manipulation émotionnelle de la plus cruelle espèce. Utiliser une enfant de 8 ans comme arme contre son grand-père. Mais en regardant le visage baigné de larmes d'Emma, je ne pouvais pas la renvoyer. « C'est bon, chérie, » dis-je en la serrant fort. « Parfois, les adultes ont des désaccords, mais ce n'est pas ta faute. »« Es-tu fâché contre maman ? Comment pouvais-je expliquer à une enfant de 8 ans que sa mère essayait de voler les économies de toute une vie de son grand-père ? Je ne suis pas fâché contre maman. Nous voyons juste les choses différemment. » Jérémy s'approcha de la véranda, restant prudemment à l'extérieur des limites qui violeraient l'ordonnance de protection. « William, ceci est allé trop loin. Emma ne comprend pas pourquoi son grand-père ne veut soudainement plus voir sa famille. Emma peut me voir quand elle veut. C'est entre les adultes. Alors abandonne l'action légale. Réglons cela en famille. Toi et Caitlin avez essayé de voler mes économies de toute une vie en me faisant déclarer inapte. Ce n'est pas un désaccord familial, c'est un crime. » Emma me regarda avec des yeux confus. « Grand-papa, qu'est-ce que inapte ?» Jérémy répondit avant que je puisse. « Cela signifie quand quelqu'un ne peut plus soigner de lui-même et a besoin d'aide pour prendre des décisions importantes. » Mais grand-papa prend bien soin de lui-même. Il a fait des biscuits et m'a aidé avec mes devoirs et s'est souvenu de toutes mes histoires préférées. Ma petite fille de 8 ans était un meilleur témoin de caractère que tout expert que mon avocat aurait pu engager. « Je pense que je sais quand mon grand-papa a besoin d'aide, » dit Emma, avec une loyauté féroce. « Et maintenant, il me semble bien. » Le visage de Jérémy s'assombrit. « Emma, monte dans la voiture. Nous devons partir. » Emma m'embrassa au revoir, en chuchotant « Je t'aime, grand-papa », avant de suivre à contre-cœur son père vers la voiture. Alors qu'il s'éloignait, je sentis le poids de ce que cette bataille légale coûtait. Caitlin et Jérémy l'empoisonnaient contre moi, lui faisant choisir des camps dans un conflit qu'elle ne comprenait pas. Mais je ne pouvais pas laisser la manipulation émotionnelle dérailler ma défense. Ils avaient amené Emma spécifiquement pour affaiblir ma résolution avant l'audience. Je ne tombais pas dans le panneau. 2 heures plus tard, je m'assis dans la salle d'audience du juge Martinez avec Marguerite à mes côtés, regardant Caitlin et Jérémy se concerter avec leur avocat. Caitlin paraissait fatiguée, son apparence habituellement polie remplacée par le désespoir usé de quelqu'un faisant face à la ruine financière. Robert Noir était un homme bien habillé qui se portait avec la confiance de quelqu'un habitué à gagner. Mais alors qu'il révisait ses dossiers, je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Il avait pris une affaire basée sur les mensonges de sa cliente. Le juge Martinez était une femme dans 60 ans, qui avait bâti sa réputation sur la protection des citoyens vulnérables contre l'exploitation. « Maître Noir, votre pétition prétend que M. Carr souffre de délire paranoïaque sur les motivations de sa famille. Présentez vos preuves. » Noir se leva prudemment avec un poids confiant. « Votre honneur, ma cliente est une fille aimante, préoccupée par le bien-être de son père âgé. Monsieur Carr est devenu de plus en plus suspicieux et hostile envers les membres de sa famille qui essaient de l'aider. Il fait des accusations irrationnelles d'exploitation financière et enregistre obsessionnellement les conversations. Et votre cliente croit que ce comportement indique une incapacité mentale ? Nous croyons qu'il indique les premiers étages de démence paranoïaque, oui. » Le juge Martinez se tourna vers Marguerite. « Maître Thompson, votre réponse. » Marguerite se leva avec un port confiant. « Votre honneur, nous avons des preuves étendues que les soupçons de M. Carr sur les motivations de sa famille ne sont pas seulement rationnels, mais complètement axiales.
Elle commença avec l'enregistrement des Jardins du Soleil, jouant la voix de Kathleen alors qu'elle me décrivait comme confus et potentiellement incompétent. L'expression du juge se durcit alors qu'elle entendit ma fille fabriquer des preuves de déclat mental. Puis vint le témoignage de l'inspecteur Moreau sur le vol de fonds clients de Jérémy et leur saisie imminente. Le désespoir financier qui motivait leur plan devint impossible à nier. Marguerite joua plus d'enregistrements, Kathleen menaçant de me faire déclarer inapte, Jérémy entraînant Emma à me pressionner, Madame Dubois discutant de placements ordonnés par le tribunal. Le temps que Marguerite finisse, le cas de Kathleen avait totalement s'effondré. Elle n'était pas une fille préoccupée, elle était une femme désespérée qui avait fabriqué des mensonges sur l'état mental de son père pour accéder à ses actifs. La voix du juge Martinez était glaciale quand elle rendit son verdict. « Maître Noir, votre cliente a commis du parjure dans cette salle d'audience et fraudé plusieurs agences. Elle a tenté d'exploiter son père âgé par la tromperie et l'intimidation. Non seulement je refuse votre pétition de tutelle, mais je renvoie cette affaire au procureur de la République pour poursuite criminelle. » Kathleen devint blanche. « Votre honneur, puissais-je » ?»« Vous ne vous adresserez pas directement à cette cour, madame. Vos actions représentent le pire type de maltraitance des personnes âgées, l'exploitation d'un parent par son propre enfant pour un gain financier. » Le juge se tourna vers moi. « Monsieur Carr, j'ai révisé la documentation étendue de votre capacité mentale, votre situation de vie et votre gestion financière. Vous êtes clairement compétent pour prendre vos propres décisions et cette cour s'assurera que ce droit soit protégé. » L'ordonnance de protection fut rendue permanente. La plainte civile continuerait. Et le plus important, j'étais libre de vivre ma vie sans interférence de gens qui me voyaient comme une source d'argent plutôt qu'un être humain méritant le respect. Alors que nous quittions le palais de justice, Marguerite me prit à part. « William, c'est une victoire complète. Votre fille ne peut pas vous contacter, ne peut faire aucune revendication sur votre état mental et ne peut interférer avec votre vie d'aucune façon. Qu'en est-il d'Emma ? C'est plus compliqué. Votre petite fille n'est pas couverte par l'ordonnance de protection, mais tout contact devrait être supervisé et arrangé par des tierces parties. » Je hochai la tête, comprenant les implications. Kathleen utiliserait Emma comme arme aussi longtemps que possible. Mais alors que je rentrais chez moi, dans la lumière de l'après-midi, je sentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Une liberté complète. Le poids de la vigilance constante était parti. J'étais de nouveau maître de ma propre vie. Ce soir-là, j'appelai l'inspecteur Moreau pour la remercier. « Je fais juste mon travail, » dit-elle, « mais il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. Le bureau du procureur a décidé de poursuivre votre fille et beau-fils pour maltraitance des personnes âgées et fraude. Ils offriront probablement un accord de plaidoirie, mais ils risquent une peine de prison sérieuse s'ils vont en procès. » Peine de prison. La conséquence finale de leur cupidité. Que se passe-t-il pour Emma s'ils sont tous deux incarcérés ? Ce serait du ressort du tribunal de la famille. Elle aurait besoin d'un tuteur, quelqu'un que le tribunal considère apte à élever un enfant. Un tuteur. Je pensais à ma brillante, aimante petite fille prise au milieu des plans criminels de ses parents. Elle méritait mieux que des parents qui valorisaient l'argent plus que la famille. Inspecteur Moreau, si je devais demander la garde de ma petite fille, ma récente bataille régale nuirait-elle à mes chances ? Vous plaisantez ? Vous venez de prouver au tribunal que vous êtes mentalement compétent, financièrement stable et victime des crimes de votre fille. Vous seriez le candidat tuteur idéal. Ce soir-là, je m'assis dans le fauteuil préféré d'Hélène et pensais à l'avenir que je n'avais jamais planifié. Élever une enfant de 8 ans à 72 ans n'était pas ce que j'avais attendu de la retraite. Mais Emma était innocente des crimes de ses parents et elle avait besoin de quelqu'un qui l'aimerait inconditionnellement. 3 semaines plus tard, je reçus un appel de Robert Noir. Kathleen et Jérémy avaient accepté un accord de plaidoirie. 2 ans dans une prison de sécurité minimum, en échange d'un remboursement complet aux anciens clients de Jérémy et d'un plaidoyer de culpabilité pour tentative de maltraitance des personnes âgées. Ma cliente m'a demandé de vous dire qu'elle est désolée. Elle espère qu'un jour, vous pourrez lui pardonner. Désolée. Après des mois de mensonges, manipulations et tentatives de vol, Kathleen pensait des excuses répareraient les dégâts. Dites à votre cliente que le pardon se gagne par des actions, pas par des mots.
Si elle veut mon pardon, elle peut commencer par s'assurer qu'Emma est un homme stable et aimant. 2 mois plus tard, Emma emménagea de façon permanente chez moi. La transition fut plus facile que prévu. Elle était résiliente de la façon dont seuls les enfants peuvent l'être, s'adaptant à ces nouvelles circonstances avec grâce et optimisme. « Grand-papa, pourquoi maman et papa ont-ils dû partir ?» demanda-t-elle un soir alors que nous travaillions sur ses devoirs. « Parce qu'ils ont fait des mauvais choix, » dis-je prudemment. « Parfois, quand les adultes font des mauvais choix, ils doivent faire face aux conséquences. Ils reviendront ? Un jour. Mais jusqu'alors, tu vas vivre avec moi. Est-ce que ça te va ? » Je regardais cette belle enfant innocente qui avait été prise dans le feu croisé de la cupidité adulte. Elle méritait une enfance libre de manipulation. Elle méritait de grandir en sachant que l'amour n'était pas conditionnel à la conformité financière. Emra, t'avoir ici, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée depuis la mort de ta grand-mère. Et je pensais chaque mot. 6 mois plus tard, j'étais assis sur ma véranda, regardant Emma jouer dans la cour arrière, quand Madame Dubois des Jardins de Soleil passa lentement devant ma maison. Elle ralentit, me fixa longtemps, puis repartit rapidement. Je souris et fis signe. Qu'elle regarde, qu'elle voit l'homme âgé supposé incompétent, vivant indépendamment, élevant sa petite fille et gérant ses affaires avec une clarté parfaite. Ma fille avait essayé de voler ma liberté, ma dignité et ma sécurité financière. Au lieu de cela, elle avait perdu sa propre liberté et m'avait donné le plus grand cadeau imaginable. La chance d'élever ma petite fille avec l'amour et la stabilité qu'elle méritait. Emma courut vers moi, des taches d'herbe sur son uniforme et la joie rayonnant de son visage de 8 ans. « Grand-papa, on peut faire des biscuits ce soir ?»« Bien sûr, chérie. Quel genre ? Aux pépites de chocolat. Ce sont tes préférés maintenant aussi, n'est-ce pas ?» Je la pris dans une étreinte, cette enfant précieuse qui était devenue ma seconde chance à la parentalité. Ce sont mes absolus préférés. Mais l'histoire n'était pas tout à fait finie. 1 an plus tard, par un matin d'automne frais, je reçus un appel inattendu de Jeremy appelant de prison. « William, je dois te parler de quelque chose d'important. » J'aurais presque raccroché, mais quelque chose dans sa voix me fit hésiter. « Tu as 2 minutes. » J'ai trouvé quelque chose dans notre maison avant que tout arrive, quelque chose que Kathleen nous a caché à nous deux. C'est à propos du fonds fiduciaire d'Emma. Quel fonds fiduciaire ? Celui que ta femme Hélène a établi avant sa mort, celui dont Kathleen ne t'a jamais parlé. Mon sang se glaça. De quoi parles-tu ? Hélène est venue chez nous 6 mois avant sa mort. Elle s'inquiétait des habitudes de dépenses de Kathleen, de son jeu, de son irresponsabilité financière. Elle a établi un fonds fiduciaire de 200 000 € pour l'éducation d'Emma, avec des instructions spécifiques que Kathleen ne pourrait jamais y accéder. Je m'effondrais dans ma chaise. Hélène ne m'avait jamais mentionné cela. Kathleen a trouvé les documents après les funérailles d'Hélène. Elle essaie de comprendre comment casser la fiducie depuis. C'est pourquoi elle était si désespérée d'obtenir le contrôle de tes actifs. Elle pensait que si elle pouvait prouver que tu étais inapte, elle pourrait aussi contester la fiducie d'Hélène. Les pièces se mirent en place. L'intérêt de Kathleen pour ma compétence mentale ne concernait pas seulement mon argent, c'était aussi à propos du fonds fiduciaire d'Emma. Où sont ces documents maintenant ? Cachés dans un coffre-fort, boîte 247 à la Banque de France. La clé est collée sous l'ancienne boîte à jouets d'Emma dans le garage. Après avoir raccroché, je restais assis dans un silence stupéfait. Hélène avait protégé Emma même après la mort, et Kathleen avait essayé de voler à sa propre fille. Cet après-midi, Emma et moi allâmes à la banque. Dans le coffre-fort, nous trouvâmes tous les documents que Jeremy avait décrits. La fiducie d'Hélène, soigneusement planifiée et légalement blindée, assurait que l'éducation d'Emma serait financée indépendamment des désastres financiers de ses parents. Mais il y avait autre chose. Une lettre adressée à moi, dans l'écriture d'Hélène. « Mon très cher William, si tu lis ceci, alors nos pires craintes à propos de Kathleen se sont réalisées. J'ai vu les signes, le jeu, les mensonges, le sentiment d'avoir été droit à l'argent qu'elle n'a pas gagné. Je
Je ne pouvais pas supporter la pensée qu'Emma souffre pour les erreurs de sa mère. Cette fiducie s'assurera que notre petite fille reçoive l'éducation qu'elle mérite. Mais, plus important, je te fais confiance pour lui donner quelque chose que l'argent ne peut acheter. L'amour inconditionnel et la guide morale. Tu as toujours été le plus fort de nous deux, William. Fais-toi confiance. Protège Emma, et sache que je t'aime tous les deux plus que les mots ne peuvent exprimer. À jamais tien. Elle. Je restais assis dans cette salle de banque stérile, avec des larmes coulant sur mon visage, en tenant le dernier cadeau de ma femme à notre famille. Elle avait tout anticipé. La grédise de Kathleen, la vulnérabilité d'Emma, mon besoin de justification. « Grand-papa, ça va ?» demanda Emma, préoccupée par mes larmes. « Je vais parfaitement bien, chérie. Ta grand-mère t'a laissé quelque chose de très spécial. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Ton avenir, » dis-je, en pliant soigneusement la lettre d'Hélène. « Elle s'est assurée que tu puisses aller dans n'importe quelle université que tu veuilles, quoi qu'il arrive. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. Et elle m'a aussi laissé des instructions. T'aimer et te protéger, et m'assurer que tu grandisses en sachant combien tu es spécial. » Ce soir-là, j'appelai Marguerite pour rapporter notre découverte. « Cela explique tant de choses sur le désespoir de votre fille. Elle ne traitait pas seulement de voler votre argent, elle essayait aussi de voler l'avenir d'Emma. Peut-elle encore contester la fiducie ? Aucune chance. La documentation d'Hélène est blindée, et le casier judiciaire de Kathleen rend toute contestation impossible. L'éducation d'Emma est sécurisée. Alors que je mettais Emma au lit ce soir-là, elle me posa une question qui arrêta mon cœur. « Grand-papa, tu penses que maman et papa seront différents quand ils sortiront de prison ?» Je réfléchis calmement avant de répondre. « J'espère, chérie. Parfois, les gens doivent tout perdre avant de comprendre ce qui importe vraiment. » Qu'est-ce qui importe vraiment? La famille, l'amour, prendre soin l'un de l'autre sans rien demander en retour. Elle hocha gravement la tête, traitant cette sagesse avec le sérieux que seuls les enfants possèdent. « Grand-papa ?»« Oui, chérie. Je suis contente de vivre avec toi maintenant, même si maman et papa me manquent. » Je l'embrassais sur le front, cet enfant étonnant qui m'avait appris que les héritages les plus précieux ne peuvent être stockés dans les banques ou écrits dans les testaments. « Je suis content que tu vives avec moi aussi, Emma. Tu as fait que cette vieille maison se sente comme un foyer à nouveau. » Alors que j'éteignais sa lumière, je réfléchis au voyage étrange qui nous avait menés à ce moment. La cupidité de Kathleen lui avait coûté tout, sa liberté, sa relation avec moi et sa fille. Mais sa trahison m'avait donné quelque chose d'inestimable, la chance d'élever Emma avec les valeurs que Hélène et moi avions essayé d'inculquer à notre propre fille. Cette fois, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Cette fois, l'amour ne serait pas conditionnel au succès financier. Cette fois, j'enseignerai à Emma que le caractère importe plus que l'argent, que l'intégrité vaut plus que l'héritage. Emma grandirait en sachant qu'elle était aimée pour qui elle était, pas pour ce qu'elle pouvait fournir. Elle apprendrait que famille signifie sacrifice, pas exploitation. Et un jour, quand elle serait assez âgée pour comprendre, je lui parlerai du dernier cadeau de sa grand-mère. Pas seulement le fonds fiduciaire, mais la sagesse de protéger ceux qui importent le plus. Alors que je m'installais dans le fauteuil préféré d'Hélène, avec le thé du soir, je sentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Un contentement complet. Ma maison n'était plus une tare d'exploitation, c'était un foyer pour une famille bâtie sur l'amour, plutôt que la cupidité. Dehors, à ma fenêtre, le quartier continuait son rythme paisible. Madame Rousseau soignant son jardin. Les Anderson promenant leurs chiens. Des gens normaux, vivant des vies normales. Et dans ma maison, une petite fille de 8 ans rêvait de son avenir, un avenir sécurisé par l'amour de sa grand-mère et protégé par la force de son grand-père. Certains héritages peuvent être volés, d'autres, ceux qui importent vraiment, ne peuvent être que donnés librement, reçus avec gratitude et transmis avec amour.
Emma avait hérité le meilleur de la sagesse de sa grand-mère et de la force de son grand-père. C'était un legs qui valait plus que tout l'argent que Kathleen avait essayé de voler. Et en dépit de l'argent, il ne pouvait jamais être pris. Le véritable héritage n'est pas ce que vous laissez dans votre testament, c'est ce que vous construisez dans les cœurs de ceux que vous aimez. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre vos ennemis, mais de sauver les innocents, de devenir comme eux. William n'a pas seulement gardé son indépendance, il a gagné une fille qui valait la peine d'être gardée.